Chers amis des tables rondes de la Renaissance, ce soir, je suis heureux de vous retrouver autour du thème de l'insertion des jeunes pour cette 3e édition. Il s'agit d'une thématique essentielle dans notre Martinique. Trop de jeunes ne parviennent pas à s'insérer, que ce soit dans notre société martiniquaise ou encore dans leur activité professionnelle quand ils en ont une. Cette problématique nous invite à la réflexion. Les difficultés sont-elles du domaine du savoir, des savoir-faire ou encore des savoir-être? Pour y répondre, Renaissance Martinique a réuni ce soir 3 experts pour alimenter ces réflexions. Le colonel Émilie Picot, chef de corps du RSMA Martinique, Stéphane Bailly, directeur régional du Pôle emploi Martinique, Jean-Michel Loutobi, directeur de la mission locale Nord Martinique. La question de l'insertion des jeunes constitue également une préoccupation au niveau européen. Par la mise en place d'une garantie européenne, notamment pour la jeunesse, visant à proposer à chaque jeune une solution de qualité dans les 4 mois, emploi, formation, stage, alternance, qui suivent la fin de la scolarité ou de la perte de son emploi. L'Union européenne s'engage de manière déterminée pour une meilleure insertion des jeunes en favorisant l'apprentissage et la mobilité de ces derniers. C'est un budget de plus de 8 milliards via l'initiative pour l'emploi des jeunes. Je remercie chaleureusement nos intervenants de ce soir, ainsi que Serge Tally, qui animera cette table ronde, et je vous remercie d'ores et déjà de votre présence. Vos travaux et votre réflexion alimenteront le colloque européen de juin 2023. Belle réunion et à très bientôt. Le sujet est grave, eu égard à l'importance des chiffres du chômage, 7,3%, l'un des derniers qu'on ait eu, ce qui correspond à un peu plus de 5 millions de personnes en France en fonction des catégories. En Martinique, c'est 13,7, j'ai bien dit 13, soit environ 45 000 personnes. Monsieur Bailly va certainement affiner. Évidemment, si on vous dit que la Martinique est la région d'outre-mer la moins touchée par le chômage, je ne vois pas très bien ce que ça change. Mais surtout, ce sera peut-être mon dernier chiffre, comment écarter le fait qu'un jeune sur 4, je dis bien un jeune sur 4, n'a ni emploi, ni études. Il n'est ni en emploi, ni en études, ni en formation. J'ai tiré ça dans le flash spécial de l'INSEE du 13 octobre 2022. C'est 2 fois moins qu'en France hexagonale. C'est un problème à mon sens vital et il n'est pas étonnant de constater que les actions d'insertion sont plutôt nombreuses et variées, avec notamment des entreprises, des ateliers, des chantiers, des associations intermédiaires, l'armée, etc., etc., etc. Et j'ai cru comprendre aussi que c'était un sujet essentiel pour le gouvernement et notamment son ministre du Travail, M. Olivier Dussopt. Alors, comme lors de nos tables rondes précédentes, nous vous proposons une architecture simple. Nos 3 invités à tour de rôle pendant 15 minutes vont nous exposer la situation actuelle de l'insertion en Martinique de leur point de vue, vu leur position, en nous montrant de façon synthétique ce qui est fait. Comme j'aime à dire, la situation réelle telle que, madame, messieurs, vous la vivez. Au bout de ces 45 minutes, nous donnerons la parole à la salle, toujours respectueusement et sans agressivité, le souci de la participation de tous. Et après la parole au peuple, nos 3 invités répondront de façon pratique à la question comment améliorer l'insertion des jeunes en Martinique en donnant 2 pistes ou 3. Ça dépend. Le colonel m'a déjà averti qu'elle en a plein. Alors bien, s'il y en a, que nous pourrons soumettre lors de notre fameux rendez-vous avec l'Europe. Je sais que je l'ai déjà dit, mais en tant que de l'ancienne génération, permettez que je donne la parole en premier à Madame le colonel Émilie Picot, chef de corps du RSMA. Madame Picot, vous avez depuis le 7 juillet 2022, vous, spécialiste du renseignement en guerre électronique. Wow, j'ai flippé quand j'ai lu ça. Puis responsable des ressources humaines au commandement du service militaire, et on vous a donné depuis juillet 2022 la responsabilité de diriger le RSMA Martinique. C'est bien ça? C'est bon normalement. Voilà.
avec la tâche donc de former et d'éduquer une partie de la jeunesse martiniquaise à assurer l'insertion socio-professionnelle de jeunes de 18 à 25 ans éloignés de l'emploi. Colonel, dites-nous davantage, que fait réellement le RSMA? Déjà, je vous remercie de l'invitation parce que je suis très heureuse d'être ici, d'avoir l'opportunité effectivement de parler du RSMA et de sa mission. Je suis forcément passionnée par ce que je fais, par cette mission-là qui est noble, puisqu'elle permet vraiment à des jeunes de trouver leur place, de prendre leur place au sein de la société. Donc le RSMA, c'est important pour moi d'en parler parce que je pense qu'il y a beaucoup de clichés, de fausses idées. Donc si vous me permettez, je vais d'abord commencer par qu'est-ce que nous faisons, quelle est notre mission, quels sont nos atouts, et ensuite j'aborderai les difficultés auxquelles il faut qu'on fasse face, qu'on affronte, et ça permettra d'introduire la dernière partie sur les solutions que je vois. Donc la première chose que je voudrais dire, c'est que le RSMA, qu'est-ce que c'est? Ce n'est pas un organisme de formation, ce n'est pas un organisme de l'armée qui a vocation à former des combattants, c'est pas du tout ça, c'est vraiment un dispositif militaire d'insertion des jeunes. C'est-à-dire que notre objectif, c'est de faire venir des jeunes volontaires, j'insiste sur ce terme, qui sont éloignés de l'emploi, donc des jeunes martiniquais qui ont entre 18 et 25 ans, et ensuite de leur permettre à ces jeunes de décrocher un emploi, de décrocher un contrat de travail, un vrai contrat de travail, pas faire du travail informel. Donc la formation de ces jeunes, ce n'est qu'un moyen pour nous de les rendre justement aptes à l'emploi. Comment est-ce qu'on fait ça? Donc on recrute des volontaires qu'on va chercher à former. Il y a une première partie de la population qui est au SMA, et ensuite il y a un deuxième type de population qui sont des volontaires techniciens qui, eux, sont dans l'emploi. Donc deux missions. Une mission de formation qui en général dure entre 6 mois et 12 mois pour des jeunes, et une mission d'emploi, c'est-à-dire qu'on emploie 150 jeunes au régiment. Premier emploi. Donc là, je vais axer plutôt mon propos sur la formation des jeunes volontaires. Notre but, c'est vraiment d'agir sur 3 axes. La formation sur le savoir-faire, donc là, c'est l'apprentissage d'un métier. Le RSMA, il offre la possibilité d'apprendre un métier dans 24 domaines différents. Si vous voulez, je pourrais détailler après, mais ça peut être tout ce qui est bâtiments, travaux publics, des maçons, des carreleurs, des conducteurs d'engins, travaux publics, des conducteurs de transport en commun. Ça peut être aussi les métiers de la restauration. Donc on a des aides de cuisiniers, des garçons serveurs, agents polyvalents de restauration. On a des maraîchers horticulteurs, enfin vraiment des métiers très variés. 24 filières de formation. Donc là, c'est la formation sur le savoir-faire. On leur apprend un métier, avec surtout un apprentissage pratique. C'est-à-dire qu'on évite de les mettre dans une salle de cours et de leur faire des cours théoriques, parce qu'en général, ce sont des jeunes qui n'ont pas accroché au système scolaire, donc on ne va pas reproduire quelque chose qui leur a pas plu. C'est pas du tout l'idée. Ensuite, on agit sur le savoir-être. Et c'est, je pense, vraiment la force du RSMA. Et c'est pour ça aussi que le cadre est militaire. On agit sur le savoir-être, c'est-à-dire qu'on leur apprend des règles de base de la vie en collectivité et de la vie en entreprise. C'est respecter des règles basiques, c'est d'arriver à l'heure, d'arriver en tenue, de respecter les autres, de ne pas penser qu'à soi, mais aussi de penser collectif. Voilà, c'est assez basique, mais il y en a certains pour qui c'est pas forcément logique. Voilà. Et ensuite, on agit, 3e axe, vraiment sur ce qu'on appelle on agit sur ce qui relève du médico-psychosocial pour lever les freins de santé. On les suit au niveau santé, on les suit au niveau psychologique, parce qu'il y a quand même une certaine part de nos jeunes, pas tous, qui ont des difficultés psychologiques, qui ont des chemins de vie difficiles, qui n'ont pas toujours eu un cadre familial très stable. Donc on agit là-dessus, on essaie de les accompagner. On agit aussi sur de la remédiation scolaire, parce que justement, comme je vous le disais, certains jeunes étaient peut-être pas forcément décrocheurs, mais n'étaient pas très à fond dans le système scolaire. Donc on va agir sur l'illettrisme, on va essayer déjà on les teste tous à l'arrivée, savoir comment ils se situent. Et donc on a des professeurs qui vont les accompagner pour réussir à progresser dans ce domaine. L'objectif, encore une fois, c'est pas de les mettre derrière une salle, derrière un pupitre et une salle de cours. L'objectif, c'est bien de leur faciliter l'emploi. Par exemple, un carreleur, il va devoir découper des carreaux à une certaine dimension, donc on va lui apprendre à calculer un angle, à calculer une dimension. C'est des choses assez basiques qui vont vraiment leur permettre d'être opérationnels dans leur métier. Donc la force du régiment, du service militaire adapté, je pense que c'est ça, c'est la capacité d'agir sur ces 3 volets-là. Donc c'est assez unique.
Et en plus de ça, on leur délivre aussi des diplômes et qualifications. Donc après, ça dépend des filières. Hein. Toutes les filières ne délivrent pas les mêmes diplômes et qualifications, forcément. Mais déjà, ils ont tous la possibilité de passer leur permis B, ce qui permet d'essayer de lever le frein de la mobilité quand ils seront dans l'emploi, ce qui est quand même souvent un frein majeur. Certains ont des CACES, ils passent le secourisme au travail, enfin voilà, ils sortent avec des qualifications. Ceux qui n'ont pas du tout de diplôme, il faut savoir qu'il y a 70% de jeunes diplômés au SMA. Donc le SMA, c'est pas un dispositif de la dernière chance, c'est pas un dispositif qui est dédié aux jeunes de difficulté. Il est ouvert à tout le monde. On a 70% de jeunes diplômés. Après, il y a un chiffre qui est quand même effrayant, c'est que parmi ces diplômés, il y a quand même un certain pourcentage d'illettrés. On a 20% d'illettrés parmi les diplômés, donc ça c'est un peu effrayant. Et pour les 30% qui ne sont pas diplômés, ils ont la possibilité de passer à un minimum de diplôme, c'est-à-dire de sortir du RSMA avec un minimum de diplôme de l'éducation nationale, enfin de l'éducation, oui, ils passent le CFG. Donc ça c'est aussi une force. Donc c'est un dispositif qui est unique dans le sens où il n'a pas d'équivalent, de par le cadre dont il bénéficie. Les jeunes disposent vraiment d'un environnement. Je ne sais pas si certains parmi vous ont déjà eu l'opportunité de venir visiter le régiment. Monsieur Bailly, oui, je le connais très bien. Mais ils bénéficient quand même d'un cadre extrêmement déjà qui est sécurisant pour eux. Et ça, je pense que c'est important pour qu'ils aient envie de s'investir et des moyens qui sont assez exceptionnels. Donc c'est un dispositif qui est unique, qui existe depuis plus de 60 ans. Et je ne sais pas si vous le saviez d'ailleurs. Qui a accompagné plus de 33 000 jeunes Antillais. Donc c'est quand même assez considérable. Et qui atteint un taux de performance de 80% d'insertion. Donc c'est 8 jeunes sur 10. Là, je parle des jeunes qui sont en formation, mais aussi des jeunes qui sont dans l'emploi. 8 jeunes sur 10, à l'issue de leur passage au SMA, trouvent un emploi, sont dans l'emploi. Donc après, c'est pas forcément de l'emploi durable, ils ne décrochent pas tous un CDI, je vais pas vous mentir, hein, il y en a certains qui décrochent simplement un CDD d'1 mois, mais c'est déjà un premier pas vers l'activité. Voilà, donc c'est 8 jeunes sur 10. Après, là où on a plus de difficultés à agir, c'est sur les 20% restants. On n'est pas toujours dans la réussite. Donc ça, on le fait pas tout seul, hein. Bien sûr, on s'appuie sur un réseau étendu de partenaires. D'ailleurs, je ne sais pas s'il y en a dans la salle, mais les deux partenaires qui sont à côté de moi, forcément, qui sont pas étrangers à ces performances. Nos jeunes sont très recherchés par les entreprises, donc la difficulté du SMA, c'est pas du tout l'emploi qu'il y a derrière. De l'emploi, il y en a. Ils ont vraiment des offres d'emploi. Et les entreprises viennent vraiment en régiment chercher des jeunes qui sont fiables, parce qu'ils savent que la majorité des jeunes qui sont chez nous, finalement, ce savoir-être dont je vous parlais au début en disant c'est vraiment notre atout, c'est ça qui fait notre force, c'est ça qu'ils viennent chercher. Ce qu'ils veulent, c'est un jeune qui soit là, qui soit présent, et qui leur fasse pas faux bond le matin, qui soit présent, qui respecte un minimum des règles. Après, s'il faut les qualifier un petit peu plus, l'entreprise en général s'en charge. Nos difficultés maintenant, malheureusement, c'est pas aussi simple que souhaité. Et là, je vous ai montré vraiment la meilleure face du SMA, mais il y a d'autres difficultés qu'on n'arrive pas à dépasser. La difficulté majeure, déjà, c'est de faire venir les jeunes chez nous. Ça, c'est le premier point. On a 520 places pour les jeunes en formation par an, donc c'est quand même assez important. Je pense qu'à la fin de l'année, donc ça se calcule sur une année calendaire, à la fin de l'année, on n'aura formé malheureusement que 350 jeunes. C'est-à-dire que j'ai un peu moins de 200 places qui n'auront pas été honorées, tout simplement parce que les jeunes n'ont pas toujours envie de venir au RSMA. Pourquoi ? Il y a plein de raisons à ça. Enfin, c'est ma vision en tout cas des choses. C'est déjà, je tiens à valoriser les jeunes qui font le pas de venir chez nous, parce qu'en fait, ils n'ont pas choisi la solution la plus facile. Le RSMA, c'est une solution qui marche bien, mais c'est une solution qui est extrêmement exigeante. Nos jeunes, ils sont internes, donc il faut qu'ils se lèvent très tôt le matin, ils se lèvent à 5 heures du matin, ils ont un rituel tous les matins, il faut qu'ils nettoient leur environnement, ils vont prendre leur petit déjeuner, ils ont un rapport ensuite à 7 heures du matin, voilà. Et leurs journées sont quand même assez remplies, sont quand même assez longues. Donc je tiens à saluer ces jeunes-là. Je veux pas ostraciser notre jeunesse, hein, c'est pas du tout l'idée. Donc aujourd'hui, nos jeunes, pourquoi on a du mal à les faire venir au RSMA ? Déjà, ils ont le choix entre une multiplicité de dispositifs d'insertion, le CEJ, les contrats aidés. Enfin, il y a beaucoup de choses qui sont mises en place et c'est une bonne chose. Je le souligne parce que tous nos jeunes, ils sont pas tous faits pour venir au RSMA, donc c'est normal qu'on leur propose différentes solutions. Mais le RSMA, comme je le disais juste avant, c'est un des dispositifs, je pense, les plus exigeants.
pour les raisons que je viens de vous dire. Il faut obéir aussi au règlement militaire. Il faut se couper les cheveux pour les garçons qui ont des cheveux longs depuis très longtemps. Il faut qu'ils se coupent les cheveux. Ils n'ont pas tous envie de le faire. Il faut qu'ils soient aptes médicalement. Et dans l'habitude médicale, il y a la vaccination obligatoire contre le Covid, mais aussi contre d'autres vaccins. Et là, si j'ai juste un message à passer, c'est de dire laissez vos enfants décider. Enfin, j'ai pas de leçon, je donne pas de leçon et je vais pas du tout défendre la vaccination, c'est pas du tout l'idée, mais c'est vrai qu'on a beaucoup de parents des jeunes finalement qui auraient envie de venir, mais qui sont empêchés par leurs proches. Je trouve ça dommage de pas les laisser choisir. Donc c'est un dispositif exigeant qui rémunère moins, puisque nos jeunes, en ayant toutes ces contraintes, ils sont soldés 350 € par mois. C'est pas énorme. Si je compare avec le contrat engagement jeune, ils ont entre 15 et 20 heures de suivi par semaine. Ils sont rémunérés jusqu'à 500 € par mois. Donc quand on fait le ratio entre être interne toute la journée dans un régiment et devoir obéir à tout un tas de règles, être soldé 340 € par mois, à contrario, être suivi 15 à 20 heures par semaine dans le cadre du CEJ et toucher 500, finalement, nos jeunes se comportent un peu comme des consommateurs. Ils vont vers la solution la plus facile, la moins contraignante, malheureusement. Enfin, je trouve ça malheureux. Après, ça ne reste que mon avis. Donc, ils se comportent comme des consommateurs. Et puis, je pense qu'il y en a aussi une partie qui est perdue. C'est-à-dire qu'il y a tellement de dispositifs qu'au bout d'un moment, ils savent plus vers quoi se tourner, à qui je m'adresse, qui peut vraiment me renseigner sur ci, sur ça. Ensuite, il y a un dernier point aussi, c'est qu'il y a un volume, donc il y a un nombre de dispositifs importants, différents, mais il y a aussi un volume de dispositifs qui sont offerts, qui est, selon moi, démesuré par rapport au vivier. Si on cumule tous les dispositifs, les places offertes dans tous les dispositifs, on dépasse largement le vivier de jeunes éligibles. Donc du coup, ça simplifie encore plus pour eux le fait de se comporter en consommateur. Quand ils choisissent vraiment ce qui les arrange le plus, c'est pas forcément là où il y a de la place. Ensuite, vis-à-vis du RSMA, j'observe quand même de ma fenêtre une défiance institutionnelle des jeunes. Alors, moi, j'essaie souvent de leur expliquer qu'on n'est pas un régiment des forces, on n'est pas là pour former des combattants, on est juste là pour les aider à trouver leur place. C'est ça le discours que je leur tiens, et c'est ça vraiment notre mission. Mais j'observe quand même une défiance. Et là, quand je parle de cette défiance, c'est pas que contre la chose militaire, c'est aussi contre les institutions en général. Je crois que nos jeunes sont en perte de confiance. C'est comme ça que je le ressens. Et puis il y a également, encore une fois, aussi la confusion quand même avec les armées. C'est-à-dire que le SMA, c'est un cadre militaire, mais c'est pas les armées. Notre deuxième difficulté, c'est vraiment de lever les freins à l'insertion. Donc là, on a réussi à recruter nos jeunes volontaires, et maintenant, il faut réussir à les insérer dans l'emploi. Donc je vous ai dit tout à l'heure qu'il y avait 8 jeunes sur 10 pour lesquels ça fonctionnait, mais il y en a quand même 2 sur 10 pour lesquels ça fonctionne pas. Alors pourquoi ça marche pas ? Déjà parce que il y a 2 freins majeurs, c'est trouver un logement proche de l'offre d'emploi. C'est vraiment une grosse difficulté. Ensuite, c'est le moyen de déplacement, puisque vous le savez comme moi, le réseau de transport en commun en Martinique est quand même réduit, donc il leur faut un véhicule. Et ils n'ont pas toujours les moyens de s'acheter un véhicule, même s'ils ont leur permis de conduire. Et puis après, il y en a certains, malheureusement, qu'on n'arrive pas à motiver, c'est-à-dire qu'on n'arrive pas à... On les a suivis, on les a formés pendant plusieurs mois, mais on n'arrive pas à les motiver pour aller dans l'emploi. On a des jeunes qui ont des propositions de salaire qui sont énormes dans des secteurs qui sont en recherche de main-d'œuvre. J'en ai qui refusent des offres d'emploi à 2400 € par mois. Parce qu'en fait, ils préfèrent, pendant un certain temps, ils préfèrent jobber, toucher en même temps les aides de l'État, parce qu'ils toucheront plus que ça, et ensuite ils verront dans 6 mois s'ils choisissent de travailler ou pas. Je ne dis pas que c'est la majorité, ça reste un petit pourcentage, mais il y en a. Et après, il y a des jeunes mamans aussi, qui tombent enceintes en sortant du régiment, et qui accouchent peu de temps après, et qui du coup font le choix de s'occuper de leurs enfants. Enfin, la troisième difficulté que je vois, c'est vraiment ce que je vous disais un petit peu tout à l'heure, l'éparpillement et la multiplicité des acteurs. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vu de ma fenêtre, on est obligé de se coordonner en point à point avec tous les acteurs de l'insertion des jeunes, il y en a beaucoup, entre les associations, les acteurs publics, il y en a énormément. Donc c'est une dépense d'énergie qui est considérable pour nous et qui donne pas forcément des résultats, pas à la hauteur de ce qu'on espère en tout cas. Voilà. Et finalement, ça crée un effet concurrentiel qui forcément neutralise notre efficacité collective. Voilà. J'espère avoir été claire. J'en ai terminé pour cette première partie. Elle avait bien calculé, hein. Merci Émilie Ficot, merci. Très très bien, très très bien. Deuxième intervenant, Stéphane Bailly, qui est directeur du Pôle emploi
Martinique, le Pôle emploi qui a remplacé la NPE, ça fait longtemps, c'est depuis 2008 ou quelque chose comme ça. Enfin, les plus anciens ont connu la NPE, le service public de l'emploi en France. Sauf erreur. C'est surtout, on pense toujours à vous comme celui qui indemnise les demandeurs d'emploi plutôt que celui qui les raccompagne à l'emploi. Enfin, c'est l'image qu'on a. Mais les publics qui nous intéressent aujourd'hui, ils ne retournent pas à l'emploi puisqu'ils ne sont pas allés. Alors, vous allez nous donner votre place dans l'insertion. Monsieur Bailly, c'est à vous. Donc effectivement, Pôle emploi, c'est né de la fusion de la NPE et de la CEDIC. 3 grandes missions, puisque vous m'avez un peu lancé sur ça. L'indemnisation par rapport aux personnes qui ont perdu un emploi. L'accompagnement des demandeurs, de l'ensemble des demandeurs inscrits. Je reviendrai aussi, c'est un élément constitutif de Pôle emploi. Mais il y a aussi toute la partie entreprise, puisqu'on travaille à recueillir et à faire en sorte que les entreprises puissent recruter le public local. C'est important. Donc, effectivement, je ne vais pas refaire toute la genèse de Pôle emploi, mais ce qu'il faut retenir quand même, la limitation de notre action au niveau de Pôle emploi, c'est l'inscription. C'est-à-dire que du coup, de ce que je vais parler et de l'expérience et des analyses que je vais évoquer avec vous, se limite à une partie des jeunes, ceux qui font la démarche d'inscription. Monsieur Tally vous disait tout à l'heure qu'il y a 45 000 demandeurs d'emploi, donc catégorie ABC, donc ceux qui recherchent un travail mais qui ont retrouvé soit qui n'ont rien retrouvé, soit qui ont retrouvé un travail de plus ou moins 80 heures, 45 000. On est environ sur 4 800 jeunes. Donc vous voyez, un peu plus de 13% en fait des personnes inscrites sont des jeunes de moins de 25 ans. C'est pas si énorme que ça, et d'ailleurs peut-être dans la deuxième partie on parlera aussi de toutes les personnes qui ne sont pas inscrites, parce que l'enjeu, il est d'aller vers ces personnes qui ne sont pas inscrites. Sur la logique au niveau de Pôle emploi, c'est que l'insertion, en fait, est un parcours. On parle des jeunes, mais en fait, ce serait un peu impropre. On devrait parler du jeune. Parce qu'en fait, c'est un groupe qui est très hétérogène, comme l'ensemble des groupes de la population d'ailleurs. Et toute la difficulté qu'on peut avoir, c'est à traiter quand même une masse importante, 4 800 personnes, tout en personnalisant la réponse qu'on doit apporter. Sur ces 4 800 jeunes, on a environ 500 qui sont des bac plus 3. Pas tant que ça aussi. Et par exemple, quand je parlais de personnalisation, c'est qu'on va travailler en partenariat avec l'association, par exemple, Nos Quartiers ont du talent, pour les mettre en contact avec des mentors, pour leur montrer ce que peut être l'entreprise et faciliter aussi leur insertion pour ces personnes donc, qui sont moins de bac plus 3, mais on travaille aussi avec l'APEC, donc l'association des cadres, pour développer aussi ça, ou ça peut être aussi avec des collègues de mission locale, tout ça. La solution pour moi, ça sera aussi dans la deuxième partie, est plutôt multipartenariale. Aucun acteur de l'emploi n'a une solution qui pourrait répondre à l'ensemble des problématiques. Chacun a des expertises, des savoir-faire en fait, qui va répondre à un certain nombre de besoins que le jeune va avoir dans son parcours. Voilà. Pour certains, le parcours, c'est une étape, inscription à Pôle emploi, un entretien, une mise en relation, une entreprise. Ce qu'on peut voir, je vous ai dit à peu près 13 à 14% les jeunes au niveau de la demande d'emploi. Dans les reprises d'activité, quand on regarde les déclarations préalables à l'embauche, les mêmes jeunes de moins de 25 ans représentent 25% des CDI. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même pour toute une partie de la jeunesse pas de difficulté d'insertion, puisqu'à partir du moment où ils font cette première étape d'inscription, ils ont besoin d'une première étape d'accompagnement. Même sur notre marché du travail qui est quand même assez étroit, une partie est même surreprésentée par rapport à l'ensemble de la demande d'emploi, arrive à trouver du travail aussi. Il y a des côtés très difficiles, mais pour certains aussi, notamment quand on est diplômé, c'est valable dans l'Hexagone, mais c'est aussi valable en Martinique. On peut trouver du travail aussi. Le diplôme protège du chômage. Mais vous avez vu 500 personnes sur les 4800 qui sont inscrits.
Le gros du travail pour les conseillers de Pôle emploi, il y en a 22 sur les 9 agences de Lille qui sont vraiment spécialisées sur l'accompagnement des jeunes, va plutôt être sur les personnes assez éloignées de l'emploi. Le gros du travail, Madame Picot l'a évoqué, c'est vraiment le travail sur le projet. Et du coup, aussi, un des travaux de Pôle emploi, c'est de les amener en formation, y compris pour des jeunes qui étaient en échec scolaire. Donc c'est 13% donc, de la demande d'emploi. Quand on regarde le nombre des entrées en formation qu'on réalise au niveau de Pôle emploi, on est aussi environ de 25%. Donc c'est-à-dire aussi les dispositifs financés par l'État et par la collectivité amènent quand même à ce que des jeunes soient en formation. Pour certains, la formation va être la fin de parcours. Derrière, ils vont trouver du travail. Pour d'autres, comme je l'expliquais au début, c'est que la deuxième marche, dans un autre parcours, et parfois la troisième, se fera chez peut-être au RSMA, peut-être un collègue. C'est toute la difficulté de notre travail, c'est ça, c'est la création de parcours avec une multitude d'acteurs qui ont une plus-value à amener. Mais globalement, aussi pour un jeune qui est inscrit à Pôle emploi, une chance d'avoir des formations, et donc de pallier soit sa formation initiale, soit d'avoir des nouveaux projets, parce que je pense que c'est ça aussi qu'il faut qu'on intègre des presque jeunes que nous sommes tous, c'est que quand on est jeune, on n'est pas totalement fixé sur des projets. Et c'est valable aussi quand on est en formation initiale. Effectivement, l'éducation nationale pourra pas résoudre tous les sujets, parce que des jeunes qui en seconde s'est dit j'ai envie de travailler dans le médico-social, quand ils vont être confrontés au milieu professionnel, ils vont s'apercevoir que même s'ils vont aller jusqu'au bac, ils ne se voient pas travailler 40 ans dans ça, et je pense qu'il faut aussi leur donner le droit à cette réorientation pour aller aussi vers ce qu'ils ont envie de faire. On ne peut pas forcer réellement les jeunes, on peut leur montrer des réalités, on peut les motiver, on peut les aider, parce que tout le monde ne part pas non plus de la même ligne de départ. Certains ont eu leurs parents qui les ont aidés, des oncles, des tantes, d'autres non. C'est plus le service public dans ces cas-là qui prend un peu le relais. Mais tant qu'ils n'ont pas de projet, tant qu'il n'y a pas de motivation, tant qu'il n'y a pas la réalité quand même professionnelle, c'est compliqué quand même d'aller les amener sur les parcours d'insertion. Donc ça fait partie de tout le travail de Pôle emploi, et je pense, pareil, c'est quelque chose que je développerai tout à l'heure, les immersions et le développement de l'expérience professionnelle pour les jeunes doit être encore développé. Et avoir le droit aussi d'avoir choisi une mauvaise voie pour trouver l'insertion. On parle beaucoup des générations aussi, mais il y a une réalité quand on s'occupe des jeunes, inscrits ou pas inscrits d'ailleurs, c'est une vision du travail qui est plus celle que l'on a soi-même. Voilà. Et ça, je pense que c'est aussi quelque chose qu'il faut prendre en compte, même si l'insertion passe par l'activité, pour être dans la réussite de l'insertion. Tout le monde, tous les jeunes ne rêvent pas d'avoir un chef tout le temps. Aussi, sur lui, il y a aussi d'autres formes d'épanouissement qu'il faut aussi qu'on intègre, d'où le sujet quand même de la motivation et de choisir son bon projet. Ensuite, juste ce que je voulais dire pour finir. Pour beaucoup de personnes, beaucoup de jeunes en fait qui s'inscrivent à Pôle emploi, et ça illustre aussi ce que je disais sur les changements de projet. Et c'est un taux qui décline en fonction de l'âge. Et plus de 50% des jeunes qui retrouvent un emploi ne va pas être dans l'emploi pour lequel ils s'étaient inscrits. C'est-à-dire que quand on s'inscrit, on demande l'emploi recherché par la personne, et on va travailler son projet, voir s'il est réaliste aussi, le modeler par rapport aussi à la réalité locale, etc. Et il faut savoir que 50% qui vont trouver une activité ne vont pas l'être dans le projet recherché. Voilà, c'était un peu pour illustrer
l'évolution aussi et un peu la formation interne du jeune dans sa démarche aussi d'insertion, parce que la démarche elle est conjointe, hein, elle n'est pas, c'est pas l'institution, c'est le conseiller et le jeune qui vont cheminer, notamment pour ceux qui sont les plus éloignés de l'emploi. Voilà. On travaille parfois aussi avec le SMA, parce qu'effectivement, comme l'a dit Mme Picot, le savoir-être, c'est un très bon label pour les entreprises. Effectivement, elles sont souvent demandeuses aussi de cette labellisation, etc. Mais ça ne convient pas à l'ensemble des jeunes. C'est une solution parmi toutes celles. Mais ceux qui arrivent à aller au RSMA, par exemple, effectivement, ils sont très motivés et pour 80% arrivent à trouver un travail. Mais il y a aussi l'école de la seconde chance. Pour d'autres qui ont des parcours encore plus difficiles, il y a d'autres associations aussi. Voilà. Micro, pardon. Et donc, c'est tout ce travail-là, en fait, de chaînage de l'ensemble des partenariats qui est intéressant et qui sera certainement le synonyme de réussite. Voilà, enfin, j'étais peut-être rapide. Voilà, sur peut-être. Merci. Merci Stéphane Bailly. Troisième intervenant, M. Jean-Michel Loutobi. La Milno organise des événements. Ça, je peux témoigner. Comme le dernier, c'était une table d'emploi. Une table d'emploi. Ouais, je suis les trucs. Hein. Ou encore le village de l'emploi et de la formation à Saint-Pierre. Tout à fait, Saint-Pierre. Voilà. Tout à fait. Mais j'avoue que je ne sais pas toujours exactement ce que vous faites. Quels sont les résultats réels de l'insertion? Comment vous vous positionnez à côté de tous ceux qui s'occupent d'insertion? Monsieur Bailly vient de confirmer, vous êtes nombreux à vous en occuper. Je pense notamment aux écoles de la deuxième chance, etc. etc. Enfin, Jean-Michel, dis-nous tout. Oui, donc merci pour l'invitation. C'est vrai que quand Emmanuel m'a appelé en me disant bon voilà, on aimerait que tu interviennes sur une table ronde, voilà, je trouvais ça très intéressant parce que nous travaillons beaucoup l'insertion des jeunes et je dis souvent l'insertion c'est une mission possible. Et c'est à nous en fait de comprendre le contexte et de comprendre pourquoi on est là. En tout cas, il y a des dates clés qui impactent notre contexte d'aujourd'hui. Une date clé, c'est 1974. Nous sommes à la fin des 30 Glorieuses, le premier choc pétrolier. L'État décide de mettre en place une aide pour les femmes seules, les femmes qui doivent élever seules leurs enfants. Et là, on voit arriver les premières aides de la CAF. Et on a un petit peu, partant d'un principe où on voulait aider des gens, on voulait apporter des solutions, on a déconstruit un peu les familles. J'ai vu beaucoup de familles où on écartait le père pour garder la maman et les enfants parce que ça permettait d'être éligible aux allocations. Autre date, 81, il y a Mitterrand qui accède au pouvoir et là, il découvre une situation très complexe avec une jeunesse en souffrance. Il demande à Pierre Mauroy, Premier ministre de l'époque, de réfléchir à un principe qui permettrait d'aider plus facilement les jeunes. Et Pierre Mauroy demande à un monsieur qui s'appelle Bertrand Schwartz, qui travaille avec un autre qui s'appelle Gérard Sarrazin, Bertrand Schwartz, de proposer, en tout cas de travailler sur un rapport, puisque Bertrand Schwartz expérimentait déjà le principe des missions locales, d'une mission locale. Et en 82, on a l'apparition des premières missions locales sur toute la France, pas encore en Martinique, mais sur toute la France, on a vu fleurir des missions locales suite à la présentation du rapport Schwartz. Autre date encore, en 88, Mitterrand est réélu et là, il demande à Rocard de réfléchir à une mesure qui permettrait d'aider les familles qui sont en souffrance parce que on voyait beaucoup fleurir des gens d'une grande pauvreté. Nous sommes un pays riche, nous allons sur la Lune, mais nous voyons fleurir des gens d'une grande pauvreté. Et en 89 apparaît le RMI, Revenu Minimum d'Insertion, avec un I qu'on n'a jamais su mobiliser, en tout cas mettre en œuvre. On l'a transformé en RSA, mais ça n'a pas changé les choses. Le A d'activité reste toujours très complexe, en tout cas à mettre en œuvre. Et c'est vrai qu'on a continué encore à déconstruire un petit peu les familles. Et on parlait tout à l'heure, moi j'ai un jeune, quand il doit choisir entre aller dans un travail, aller dans une formation ou rester dans l'oisiveté,
En général, ils regardent combien ça va lui rapporter. Est-ce que aller au travail est intéressant pour moi ou pas? J'ai une jeune fille, elle a 4 enfants, 1800 € de prestations sociales. Moi, je suis aussi président de bailleur social SMHLM et on a 60% des personnes qui vivent là, qui vivent des minima sociaux et qui perçoivent des allocations, loyer payé, reste à charge 40 € sur un loyer. Lorsque vous avez 1800 € de prestations sociales, vous avez 40 € de reste à charge sur un loyer, vous n'avez pas envie d'aller travailler pour 1400 € net par mois. Faut pas se mentir, c'est ça la réalité aujourd'hui. Et c'est vrai que on critique donc beaucoup les jeunes, moi j'entends beaucoup de critiques. Il faut savoir que depuis le 4e siècle, Aristote disait quelque chose de très intéressant. Il disait: nos jeunes ont l'âme élevée parce qu'ils n'ont jamais été humiliés par la misère de la vie, ni pressés par le besoin. Ils pensent tout savoir et soutiennent leur opinion avec force, ce qui vient souvent aussi du fait qu'ils font tout avec excès. Ça, c'est ce que disait Aristote déjà au 4e siècle. Alors, je vous passe tous ceux qui, au fil des ans, ont sorti des choses sur nos jeunes. Et il faut savoir que la jeunesse, c'est un état passager et ça ne doit pas conditionner, en tout cas, le reste de notre vie. Sinon, c'est vrai que j'ai recherché un petit peu, j'ai vu d'un point de vue scientifique, il y a un chercheur, un neurologue, qui s'appelle Laurent Vercueil, qui a fait un excellent travail sur le cerveau et sur justement la compréhension du fonctionnement du jeune et les comportements. Parce que souvent on critique les jeunes sur leur comportement. Il dit, Laurent Vercueil, alors, il dit: le cerveau est comme coupé en deux pendant son développement. D'un côté, le système limbique est déjà très mature, c'est lui qui est à l'origine de toutes les habiletés sociales, il permet le décodage subtil des émotions et des comportements d'autrui. Bref, qui favorise et facilite les relations, en tout cas, entre les individus. C'est pourquoi on dit souvent nos jeunes, ils sont cool. Ben oui, ils sont cool parce qu'en fait, c'est physiquement, en tout cas physiologiquement prouvé. Tandis que de notre côté, les structures préfrontales, donc le cortex préfrontal, impliqué dans le contrôle de ses propres émotions, dans les capacités de raisonnement et de réflexion, reste encore très immature. Il faut attendre l'âge de 25 ans environ pour que ces zones deviennent pleinement matures. C'est ce que décrit, en tout cas, Laurent Vercueil, qui est chercheur à l'UNSERM. Et je trouvais ça très intéressant parce qu'en fait, c'est vrai qu'on demande à des individus d'avoir des comportements, alors que dans leur corps, ils ne peuvent pas être complètement matures. On leur demande de l'être, mais ils ne peuvent pas l'être. D'un point de vue sociologique, c'est vrai que jusqu'à très récemment, les méthodes d'apprentissage s'appuyaient sur des rapports de force entre apprenants et enseignants. Aujourd'hui, notre société ne tolère plus les sévices corporels pour administrer le savoir. Donc, désormais, nous devons obtenir l'adhésion du jeune. Et c'est ça qui est important, comme disait le colonel tout à l'heure. Lorsque vous dites à un jeune, il faut aller au SMA, il faut faire ci, il faut ça. Ben, lui, il choisit. Et si vous n'avez pas son adhésion, à aucun moment vous allez le motiver. À aucun moment vous allez le bouger. Quand un patron me dit, je veux un jeune motivé, je lui dis, j'ai quoi? Je lui donne une piqûre de la motivation. Je ne sais pas si les chercheurs ont déjà trouvé. Ils ont trouvé contre le Covid, mais ils ont pas encore trouvé pour la motivation. En tout cas, moi, j'aime pas cette prétention. Et vous êtes obligé de faire avec le jeune et de construire avec lui. Si vous ne construisez pas avec lui, vous n'aurez pas de réponse. Et les systèmes de notation, bien sûr, on voit bien que ce système de notation est en train d'évoluer parce que c'est vrai qu'il faut pas brimer les individus. Et c'est vrai qu'avec le télétravail, l'entreprise n'est plus le seul lieu d'exercice de la compétence. Des entreprises comme Google, Amazon, Uber et d'autres ont totalement décloisonné les horaires de travail. On est passé dans un autre monde, dans un autre paradigme. Et les talents, c'est vrai, sont souvent repérés et très fortement rémunérés. Je vais pas vous passer des Mbappé et autres. Aujourd'hui, on est à la recherche de talents, de super talents. Et c'est vrai que ceux qui ne sont pas très talentueux, en tout cas, qui n'arrivent pas à exprimer leur talent, parce ils ont tous quelque chose, nos jeunes. Ils ont tous quelque chose. Ceux qui n'arrivent pas à exprimer leur talent, ce sont ceux-là qu'on retrouve, qui sont un petit peu délaissés pour compte et qui sont un petit peu à côté. Et je disais que c'est vrai que les métiers dans les nouvelles technologies intéressent beaucoup plus nos jeunes. C'est vrai qu'on dit oui, mais il faut les envoyer vers l'agriculture, vers le bâtiment. Ils veulent pas y aller. Ça les intéresse pas. Sauf, par exemple, des fois, vous dites un jeune, moi j'ai un jeune, je lui dis, il y a un poste d'espace vert dans une mairie. Il m'a dit, ça je veux. J'avais le même poste dans une entreprise privée. Il m'a dit, je préfère aller dans la mairie parce qu'en fait, en termes de représentation sociale pour le jeune, aller dans une mairie, c'est beaucoup plus valorisant. Le jeune a besoin de se valoriser, a besoin en tout cas d'être valorisé. Les jeunes ne sont pas fainéants.
mais ont besoin d'une éducation à l'effort, car dans leur famille, dans leur environnement immédiat, le travail n'est pas une valeur qui est mise en avant. Je vais vous expliquer un petit peu le cheminement exprès. J'ai commencé par, effectivement, expliquer le RSA et le RMI. Et le corps de ces jeunes n'a pas été habitué à fournir des efforts physiques, contrairement aux baby-boomers qui devaient partager les tâches avec leurs parents. Moi, je me voyais mal dire à ma mère, je ne veux pas faire la vaisselle. Déjà, je pense que ça me viendrait même pas à l'esprit. Ou dire, on ne veut pas s'occuper des animaux. Un regard suffisait. Ils n'avaient pas besoin de parler, un regard suffisait. Mon père, je le regardais même pas, je savais déjà ce qu'il pensait, donc il me viendrait même pas à l'esprit de lui dire. Le courage ne se décrète pas. Alors nous devons former nos jeunes à l'endurance et leur apprendre que l'échec fait partie intégrante de la réussite. Souvent, la première étape de la réussite, c'est l'échec. Le coronavirus a certes provoqué donc des drames avec de nombreux décès dans des familles, désorganiser les structures, mais en revanche, il a permis aux gens de prendre une pause et de réfléchir au monde dans lequel nous souhaitons vivre. Les formations par tutoriel se sont beaucoup développées. Aujourd'hui, la visioconférence a gagné. On l'a vu tout à l'heure avec Monsieur Orville. Voilà, aujourd'hui, on peut échanger, on peut travailler à distance. Les réseaux sociaux connaissent un vif succès et nous voyons fleurir bon nombre d'influenceurs favorisant le développement d'une nouvelle économie. Beaucoup de jeunes me disent, monsieur, j'ai 30 000 followers, j'ai une jeune, elle n'a pas de travail, mais elle a 30 000 followers. Je lui dis, tes followers te permettent d'avoir quoi? Mais monsieur, je pèse sur les réseaux sociaux. Oui, mais tu pèses combien? Tu pèses comment? Ils peuvent pas me l'expliquer, mais sauf qu'ils savent qu'ils ont 30 000 followers. Les entreprises de plus en pointe aujourd'hui intègrent la dimension jeunesse, donc la pyramide des âges, mais surtout dans la conception même des nouveaux marchés à conquérir. C'est très important. Un jeune qui a les compétences et une utilisation aisée des nouvelles technologies est un atout non négligeable pour nos entreprises. Le développement des marchés se joue aujourd'hui sur Twitter, sur Facebook, sur WhatsApp, sur Instagram, sur Snapchat, sur TikTok. C'est là que se trouvent les nouveaux marchés. Aujourd'hui, bien sûr, n'importe quel centre de formation peut faire de l'apprentissage, puisqu'il suffit simplement de faire une demande auprès de la DETS, auprès de la préfecture. On voit fleurir. Il y a au moins, je crois qu'il y a 17 centres d'apprentissage aujourd'hui. On en avait 3 ou 4. Aujourd'hui, on a plus de 17 centres d'apprentissage. Les jeunes peuvent bénéficier de formations tout au long de la vie. Donc, tout est fait aujourd'hui pour que, effectivement, tous se rattachent au wagon. Les dispositifs tels que le contrat d'engagement jeune, le colonel en a parlé tout à l'heure, c'est vrai que le jeune perçoit jusqu'à 520 € par mois. Lorsque vous lui dites d'aller au RSMA, ben, il se pose la question, ou même en formation professionnelle, parce que RSMA c'est 300 et quelques, mais en formation professionnelle aussi c'est 300 et quelques. Il préfère encore rester sans rien faire, en tout cas 15 à 20 heures d'activité semaine avec la mission locale, mais 15 à 20 heures d'activité, s'il est en recherche d'emploi, c'est une activité. Donc ils sont tous en recherche d'emploi, ou en immersion en entreprise. Voilà, mais ça aussi, c'est à nous de réguler et de travailler avec le jeune, parce que c'est nous qui devons construire le chemin. Nous connaissons la route bien avant eux. C'est vrai que les entreprises se mobilisent de plus en plus, et puis voilà, j'aime dire que nos jeunes ont beaucoup de talent. Les jeunes créent toujours de nouvelles activités et emploient comme salariés des jeunes comme eux-mêmes. J'en veux pour preuve, donc les jeunes qui sont accompagnés à mission locale. Moi, j'étais jeune créateur d'entreprise à 25 ans. J'ai créé mon entreprise à 25 ans, que j'ai gardé pendant plus de 12 ans. Puis un jour, j'ai eu envie de faire autre chose. Et j'ai atterri à la mission locale pour mon plus grand bonheur parce que j'aime ce que je fais. Et depuis près de 18 ans maintenant, j'accompagne des jeunes à la mission locale. J'ai recruté un conseiller en création d'entreprise. Depuis 18 ans, j'ai quelqu'un qui a accompagné les jeunes sur la création d'entreprise. Et le 17 novembre, nous allons faire un forum sur la création d'entreprise à Trinité, un gros forum à Trinité sur la création d'entreprise. Alors, juste une chose pour vous dire que c'est vrai que des voix s'élèvent pour dire ici et là que nos jeunes, moi ça fait état de plus de 5000 jeunes qui partent chaque année, qui quittent le département. Ça m'a beaucoup interpellé parce que j'ai un jeune qui m'a dit une fois, monsieur, je veux partir faire une formation en métropole, peut-être travailler en métropole. Est-ce que vous pensez que je serais mal vu si je m'en vais? Je me suis dit, tiens, on est en train de culpabiliser nos jeunes. Et j'ai recherché les chiffres. Prenons l'exemple en 2022. 2022, il y a 4342 jeunes qui ont passé le bac. 3821 jeunes ont obtenu le bac. Nous comptabilisons aussi 1214 jeunes qui ont passé le BTS et 704 l'ont eu. Pensez-vous un instant que notre système scolaire actuel, notre campus Shellshare et même les autres classes peuvent absorber 3800 jeunes en suite de parcours? Je ne suis pas sûr. Donc ça veut dire, il ne faut pas qu'on mente à nos jeunes. Ils peuvent partir, ils peuvent faire des études. Et si je regarde dans la salle, nous sommes nombreux à être partis, à avoir fait des études à l'extérieur. Et aujourd'hui, nos jeunes choisissent de partir sur le Canada, sur les États-Unis.
et ça a fait une fierté. En tout cas, je suis fier de voir tous ces jeunes. Je suis allé aux États-Unis avec des jeunes sur les métiers du cinéma et j'ai rencontré beaucoup de jeunes Martiniquais qui sont là-bas, qui poursuivent leurs études et moi, c'est une fierté parce que ce sont nos ambassadeurs. Et je terminerai un petit peu par les chiffres. C'est vrai que dans les missions locales, sur ma seule mission locale, j'ai 7000 jeunes en suivi, 7700 jeunes en suivi. Sur les missions locales de Martinique, on a à peu près 7700 jeunes, 20 000 jeunes, pardon. Mais sur le Nord, rien que sur le Nord, j'ai 7700 jeunes. Tu posais la question, Serge, de savoir combien de jeunes sont en emploi. 1270 jeunes sont entrés en emploi en 2021. 1143 sont entrés en formation. 772 sont entrés sur le dispositif garantie jeunes. 536 jeunes ont bénéficié de mise en situation au milieu professionnel. Et 231 jeunes ont bénéficié de fonds d'aide aux jeunes, parce qu'il y a un fonds d'aide aux jeunes pour les jeunes, pour aider sur les parcours d'insertion. Et puis, 12 jeunes ont créé leur entreprise sur 46 qui ont intégré le dispositif, parce que souvent nous ne forçons pas les jeunes à créer, nous les accompagnons, les rêves, nous essayons de transformer les rêves en réalité. Chaque fois qu'un jeune vient me voir, je lui demande c'est quoi ton rêve? Et on lui a jamais, souvent certains on leur a jamais demandé c'est quoi leur rêve. En tout cas, osez rêver. Ils vont bien son truc. Hein? Oui. Merci, monsieur Loutobi, merci. Maintenant, madame, monsieur, bon, c'est notre règle qui est comme ça, vous avez la parole. Alors, quelques petites recommandations. Je vous demande de ne pas être trop long dans vos questions, n'est-ce pas? Je dis ça comme ça, pour que les réponses soient précises, pour que nous puissions donner la parole à un maximum d'entre vous dans les 20 minutes. Non, ne vous inquiétez pas, je le taquine. Je vous rappelle que si vous avez des propositions déjà, merci de les faire, puisque après l'intervention de nos invités, on ne reviendra pas, le temps ne nous permet pas de le faire. Donc, vous posez vos questions, si vous avez des propositions, vous pouvez les faire. Voilà. Waouh. Bonsoir, Ludovic, je bosse dans un centre de formation CFA, notamment avec des formations en BTS. Alors, je suis moi-même revenu en Martinique depuis bientôt 4 ans, donc je partage cet avis qu'on peut partir pour mieux revenir. Et j'ai été justement interpellé par cette notion de la valeur de l'effort et du travail. Et je vois aussi souvent des parents qui accompagnent leur enfant de 19-20 ans et qui s'expriment à la place de leur enfant qui est censé suivre la formation. Du coup, je trouve qu'on parle beaucoup d'insertion des jeunes. Maintenant, que fait-on pour les parents? Parce qu'on a évoqué à demi-mot parfois les parents qui pouvaient être des freins. Il y en a aussi qui peuvent aussi pousser vers une voie et conseiller, guider, accompagner. Mais c'est ma vision. Je trouve que face à des jeunes qui sont souvent perdus, mais qui estiment devoir décider par eux-mêmes pour eux-mêmes, que fait-on pour les parents qui pourraient être accompagnés? Alors, je vais commencer à répondre. Je dirais, c'est vrai qu'on s'est beaucoup penché là-dessus parce qu'une mission locale, on accompagne les jeunes de 16 à 25 ans. Au-delà de 26 ans, j'accompagne pas. Donc, beaucoup de gens m'interpellent. Pourquoi? Je ne fais pas les lois. Donc, il y a une demande d'un député qui voudrait qu'on aille même jusqu'à 30 ans au niveau des missions locales. Mais ça n'a pas encore été validé par le gouvernement. Mais il y a une demande en ce sens. Il faut savoir qu'aujourd'hui, beaucoup de parents voient en leurs enfants ce qu'ils étaient eux il y a 20, 30 ans. Être jeune, aujourd'hui, c'est pas le parent d'il y a 20 ans ou 30 ans. La génération a beaucoup évolué. Les représentations ont beaucoup évolué. La représentation par rapport au travail, parce que lorsque le parent vient, il a envie de dire que mon enfant veut travailler. Mais si vous prenez le jeune seul, moi je reçois toujours les parents avec les jeunes, vous prenez le jeune seul. Le jeune n'a pas forcément envie de travailler. Il veut un revenu à la fin du mois. Par contre, le parent est encore dans son modèle de l'époque, je veux travailler. Parce que travailler, c'est fournir un effort pour quelque chose. Aujourd'hui, je parlais des influenceurs ou même sur Google. Google, je dis souvent à ceux qui font la création d'entreprise, vous n'avez jamais payé une prestation chez Google. Pourtant, Google est coté en bourse. Comment Google fait? Comment Twitter fait? Maintenant, il veut mettre Twitter payant, mais comment Twitter fait? Comment TikTok fait? Personne n'a jamais payé TikTok. Donc, on est sur des modèles qui sont complètement différents, qui nous échappent un petit peu, mais encore faut-il se pencher sur
la question et chercher à comprendre pourquoi, comment les gens font pour gagner. Et les nouvelles économies qu'on voit arriver, voilà, ça va être dans cet esprit-là. C'est comment on va changer les choses. Et ce ne sont pas les parents qui vont changer les choses, ce sont les jeunes qui vont changer les choses parce qu'ils vivent avec leur époque. Ils vivent avec WhatsApp, ils vivent avec un certain nombre de choses que les parents n'ont pas ou n'ont pas eu. Et les parents veulent inculquer à leurs enfants leurs rêves. Il faut que ce soit le jeune qui rêve, parce que c'est lui qui devra vivre l'emploi. C'est pas le parent qui va vivre l'emploi, c'est le jeune. Voilà. Merci. Donc, alors, juste pour terminer, on avait expérimenté avec la CAF et la CAF continue à le faire. Ils ont créé l'école des parents. Alors, je l'ai fait, c'est vrai. C'est compliqué parce qu'en fait, les parents, il faut les accueillir le soir, 18, 19, 20 heures. Et quand on a fait une journée de travail avec mes conseillers, c'est difficile d'aller le faire le soir. Donc, on a expérimenté, mais il faut savoir que ça existe. Ça s'appelle l'école des parents et c'est financé par la CAF. Bon, nous, à notre niveau SMA, ce qu'on essaie de faire, c'est surtout de rassurer les parents, c'est-à-dire de leur expliquer en fait ce qu'on fait et ce qu'on va apporter à leurs enfants. Parce que souvent, la chose militaire, ça effraie aussi parfois un peu les parents. Ils ont l'impression qu'on va envoyer leurs enfants en Ukraine. Donc, je leur dis non, pas du tout. Donc, on leur fait visiter le régiment. On fait beaucoup de communication sur les réseaux sociaux. On est très présent dans les forums. Voilà, c'est beaucoup de pédagogie, mais en dehors de ça, c'est vrai qu'on agit peu sur les parents. D'ailleurs, quand les jeunes arrivent en incorporation, tous les mois, il y a des jeunes qui arrivent au régiment. Tous les mois, il y a une incorporation. Donc, à ce moment-là, on peut renseigner les parents et les parents sont les bienvenus au régiment. Il y a un bureau recrutement au régiment, donc on les renseigne. Mais c'est vrai qu'en dehors de ça, on n'agit pas, en dehors de la communication et de la pédagogie, on n'agit pas tellement sur la cible parentale. Et après, les parents, on les invite quand il y a la présentation au drapeau, c'est-à-dire qu'il y a l'incorporation en début de mois. Au bout de 3 semaines, au bout de la première partie de formation initiale, qu'on appelle formation militaire, c'est-à-dire les règlements on leur apprend les règles de base de la vie en collectivité militaire. Il y a une présentation au drapeau du régiment, donc il y a une cérémonie qui est faite soit au régiment, soit dans une commune. La dernière, c'était à Schœlcher, le mois dernier. Et là, on invite les familles. En général, les familles sont fiers de voir leurs enfants défiler, donc c'est un beau moment. Mais en dehors de la pédagogie, de la communication, on n'agit pas tellement sur la cible des parents. Monsieur Bailly, De façon très synthétique, le critère d'âge, 25 ans, 30 ans, ne veut souvent pas dire grand-chose. Bon, il faut bien à un moment donné mettre une limitation, et c'est vrai qu'une partie des conseillers de Pôle emploi jeunes en fait, vont jusqu'à 30 ans. On accompagne en fait les jeunes jusqu'à 30 ans. Peut-être qu'on se dit, mince, à 30 ans, on est peut-être plus jeune, mais en fait, les parcours de vie de certains font qu'ils réémergent au niveau de Pôle emploi à 26, 27 ans, parce qu'ils deviennent parents et que du coup l'émergence et la volonté ou la motivation arrivent là. Et en fait, on se retrouve exactement avec des personnes de 27 ans, comme ceux qu'on peut avoir à 18 ans, etc. Donc c'est vrai que le critère d'âge ne veut pas dire grand-chose, c'est les parcours de vie, l'expérience professionnelle, le fait d'avoir quitté ou l'école, bac ou bac plus 2, c'est déjà pas mal parmi ceux que vous voyez, mais pour certains, ils sont partis à 13 ans, mais réémergent à un moment donné. Juste ça. Et la deuxième chose, sans être trop intrusif, les parents sont aussi une aide. C'est-à-dire que le fait d'emmener ne serait-ce que le jeune de 18 ans à Pôle emploi pour l'inscription, qui est, on l'a bien vu dans nos différents discours avec Jean-Michel, c'est déjà un premier acte d'insertion en fait, de venir s'inscrire. Si c'est aidant que la maman vient pour justement renvoyer ça, moi j'ai déjà eu aussi un jeune qui la première chose qu'il a fait quand il a trouvé un boulot, c'est quand donc du coup on était en interview, il a remercié sa mère. Parce qu'il s'était souvenu que sans elle, il aurait certainement préféré rester dehors plutôt que de venir à Pôle emploi, une institution, voilà. Donc c'est aussi un levier. Bien. Bonsoir, Patrice Pin, je suis éducateur à la protection judiciaire de la jeunesse, spécialement affecté à une unité éducative et d'activité de jour. Donc, je me décris comme éducateur chargé d'insertion. On parle beaucoup de jeunes, comme un terme générique, mais parmi les jeunes, il y a des jeunes. Je veux dire en ce sens que il y a les jeunes effectivement qui sont motivés, les jeunes qui en veulent et qui souvent effectivement répondent un peu aux attentes et aux exigences, comme vous avez tout à l'heure énoncé, colonel. Mais il y a aussi ceux qui sont à la marge,
ceux qui sont confrontés à différentes difficultés, alors d'ordre social, d'ordre familial, d'ordre judiciaire aussi, parce qu'ils se sont confrontés aussi à la loi. Moi, je suis bien placé pour le savoir. Mais aussi des jeunes qui sont aussi confrontés à la question de la consommation de stupéfiants, ce qui aussi peut être un frein dans la motivation. Je pense que on va pas tous les mettre dans le même. Enfin voilà, jeunes. Je veux qu'on puisse aussi peut-être s'intéresser à qu'est-ce qu'on entend par jeune, parce qu'effectivement il y a différents profils de jeunes et vous avez parlé tout à l'heure, collègue, encore de la défiance des jeunes. Alors défiance aussi par rapport à l'autorité, mais défiance aussi des jeunes. Il y a une perte de confiance. Je vous rejoins entièrement. Parce que parfois le passage aussi par la case éducation nationale a été très douloureux, très compliqué. Il n'y a pas eu non plus, ils n'ont pas pu prendre la place qu'ils auraient dû avoir. C'est compliqué. Donc effectivement, j'ai envie qu'on puisse peut-être s'intéresser un peu à la question des jeunes. Qu'est-ce qu'on entend par les jeunes? Et on parle aussi des NEET, donc ceux qui sont très éloignés de l'emploi. Et je crois que ce sont ceux-là aussi qui nous intéressent davantage. Ce sont ceux qui effectivement ne rentrent pas dans les cases, passez-moi l'expression, et qu'on a du mal à accrocher, qu'on a du mal à amener vers les dispositifs. Ce sont ceux-là qui vraiment nous préoccupent énormément, en tout cas nous à la PJJ, puisque ce sont des jeunes qui, en plus, sont confrontés à des problèmes de délinquance. Et ça aussi, ça n'entre pas dans leur avantage. Voilà ce que je voulais dire. Merci. C'est un peu ce que je disais en disant, on peut pas parler d'un jeune, c'est une multitude. Il y a un super boulot de fait par la PJJ, effectivement. On essaye aussi d'y contribuer, aussi bien les collègues de mission locale que nous. C'est pas simple. Ce que je disais un peu tout à l'heure, tout le monde ne part pas de la même ligne de départ. Et c'est vrai que quelqu'un qui est passé par la case prison, ça rajoute une difficulté, notamment, parce que c'est aussi ça le sujet, on parle beaucoup des jeunes, mais il faut aussi parler marché du travail. Le marché du travail en Martinique, même si actuellement il est plutôt dynamique, il reste quand même étroit et du coup très concurrentiel. Et c'est pour ça que je disais que le diplôme, malgré tout, était protecteur du chômage. C'est que voilà, quand le chef d'entreprise voit arriver, pour pas reprendre quelqu'un qui est diplômé, mais quelqu'un qui a fait 6 mois au RSMA, qui sait se tenir, qui va dire bonjour, etc. Et qu'à la côté, on a un jeune qui sort de prison, qui a des problématiques, des freins à l'emploi, des problématiques aussi de comportement, même si on l'a préparé, même si on l'a motivé, même s'il est motivé. Le chef d'entreprise, quand il va faire son recrutement et qu'il a 7 ou 8 personnes, ce jeune qui a moins les codes va avoir plus de difficultés d'insertion. Voilà. Et c'est pour ça qu'il faut aussi aller dans les problématiques d'insertion, aller au-delà du salariat assez classique. Parce que je ne pense pas qu'en Martinique, une grosse entreprise industrielle arrivera. Je ne pense pas qu'on construira peut-être des voitures électriques, mais au fait des voitures thermiques. Voilà, on n'aura pas la chance, comme a eu Valenciennes, d'avoir une usine Toyota qui draine énormément d'emplois et qui permet de faire des jonctions sur des publics un peu moins qualifiés. Donc il va falloir inventer quelque chose à côté du salariat classique. Thierry. Alors nous, au SMA, on sélectionne sur des critères statutaires. C'est-à-dire que tous les jeunes qui se présentent, qui sont aptes médicalement, qui ont un casier judiciaire compatible avec l'état militaire quand même, on demande l'extrait du casier B2. Dans le casier B2, il y a beaucoup de choses qui apparaissent pas, donc finalement on recrute assez large. Après, c'est sûr que quand c'est de la délinquance un peu lourde, on n'est pas pour, parce que nos jeunes vivent en collectivité, ils sont en internat. Donc ça veut dire que quand on a un jeune qui sait pas forcément bien se tenir, mais c'est tous les autres qui en pâtissent. Donc on essaie d'éviter ça. Parfois, on n'arrive pas toujours à filtrer. Et quand on les a, ces jeunes-là, eh bien après on les accompagne, on fait vraiment le maximum. Il y en a certains, on n'y arrive pas. Hein. Clairement, on n'y arrive pas. C'est pas parce qu'on est des militaires qu'on arrive à redresser des jeunes. C'est pas notre rôle déjà. On est vraiment là pour les accompagner, pas pour les redresser. Et s'il n'y a pas effectivement une volonté de leur part, c'est pour ça qu'ils s'appellent des volontaires. Le terme est bien choisi. S'il n'y a pas une volonté, une détermination de leur part, on n'arrive à rien en fait. Moi, c'est ce que je leur dis souvent. C'est votre réussite, elle est entre vos mains. Nous, on n'est que là, on est des tuteurs, on est des guides. Donc, on essaie souvent. Je dis, on n'arrive pas en 6 mois ou en 12 mois
voilà, les faire évoluer. Nous, c'est un 18 à 25 ans, donc s'ils sont à maturité à 25 ans, malheureusement, c'est à ce moment-là qu'on les lâche. Et d'ailleurs, la moyenne d'âge au SMA, c'est plutôt 20 ans que 25, donc ils sont encore très jeunes. Mais souvent, je dis, on plante des graines. Donc si on n'y arrive pas pendant le temps où ils sont chez nous, peut-être que la graine va germer plus tard, quand ils arriveront voilà, à 25 ans. Et c'est déjà pas mal. Merci. Juste pour répondre, c'est vrai, effectivement, donc on se rend compte que l'éducation nationale, c'est un système qui est très bien fait pour 80% des jeunes. Il y a plein de jeunes pour qui c'est pas un système adapté parce que le système d'éducation n'est pas adapté. Beaucoup se sont penchés là-dessus. On avait même parlé de pédagogie différenciée pour certains jeunes. Ça n'a jamais vraiment bien fonctionné. Mais il y a des jeunes qui méritent d'être accompagnés de manière individualisée parce que ils ont des difficultés, ils sont dyslexiques ou ils ont des problèmes. Et on traite, en fait, l'éducation nationale, c'est le traitement de la formation de masse. Ça, c'est clair, parce que c'est ce qu'on a trouvé, c'est le seul modèle qui aujourd'hui existe depuis des années, depuis De Gaulle, depuis Charlemagne. On est sur les mêmes principes de transmission de l'apprentissage, en tout cas des savoirs, la transmission des savoirs. Il faut savoir une chose aussi, je parle sous couvert d'une psychologue, Michel Pain, qui est là, tout se joue entre 0 et 7 ans. Pour un jeune, pour un enfant, tout se joue entre 0 et 7 ans. Après, c'est très difficile de redresser les choses, parce que lorsque la base n'est pas bonne, après ça continue. Et si derrière il n'y a pas un environnement favorable et ainsi de suite, ça ne peut pas fonctionner. Moi j'ai une mamie qui m'a appelé ce matin, le petit-fils, donc son fils dysfonctionne un petit peu, mais le fils travaille. Et là, c'est le petit-fils qui est retourné à la maison. Le petit-fils, ça fonctionne pas trop. Le petit-fils fume son joint et il dit qu'il travaille alors qu'en fait, il travaille pas. Donc, il nous a dit à la mission locale qu'il travaillait, mais en fait, il a fait 3 jours dans un travail, donc il a lâché tout de suite. Mais c'est un jeune qui est en grande difficulté qu'il faut accompagner, qu'il faut aider à rebondir, parce qu'en fait, quand il sort de la maison, la mamie me dit, il va près de la route et il fréquente d'autres jeunes. Peut-être que c'est lui celui qui est le meneur, parce que souvent les parents pensent que non, c'est celui qui subit. C'est peut-être lui le meneur. Et dans beaucoup de familles, j'ai vu ça. Et c'est vrai que c'est peut-être cette difficulté à gérer. Et lorsque le jeune tombe au centre pénitentiaire, c'est très compliqué, parce que lorsqu'il en sort, on peut l'accompagner que dans les chantiers d'insertion. Moi, ce sont les chantiers d'insertion uniquement qui me prennent des jeunes qui sortent de prison. Les entreprises n'en veulent pas. Souvent, je dis aux jeunes, si c'est pas inscrit sur ton casier, ne va pas dire à ton employeur que tu sors de prison. C'est pas valorisant, il va pas te prendre. C'est clair. Moi, je veux un chef d'entreprise qui a fait la prison. Je lui ai ramené un jeune, il m'a dit, je sais comment ça fonctionne à l'intérieur, je ne vais pas le prendre. Donc, on est dans ces réalités-là, et il faut quand même prendre en compte ces individus, et il faut prendre en compte leurs souffrances et les accompagner dans quelque chose. On va voir tout à l'heure qu'on va parler de solutions, des choses à imaginer, mais voilà, il y a des choses à faire pour cette partie de génération. En tout cas. Merci. J'ai compris qu'il faut déjà changer l'éducation entre 0 et 7 ans dans l'éducation nationale. Bon, j'ai compris au moins. J'ai compris ça, je sais pas. Pas forcément, mais les parents surtout. Les deux derniers, et ils vont vous donner les questions et vous allez faire les réponses. Alors, Thierry d'abord. Monsieur Le Toubi a dit que lorsqu'il voit un jeune, il lui dit quel est son rêve. En fin de compte, votre travail, c'est d'ajouter un calendrier pour en faire un projet. C'est ça. C'est-à-dire qu'en fait, c'est rendre possible ce que le jeune imagine impossible. Oui. Voilà. C'est pourquoi je dis que j'ai commencé mes propos en disant l'insertion, c'est une mission possible. Oui, mais le problème auquel on est confronté, c'est quelle est la limite en matière d'accompagnement de la mission locale pour les jeunes qui sont en matière de création d'entreprise. Alors moi, je me fixe pas de limite parce que moi, je le disais, j'ai été chef d'entreprise à 25 ans, donc je sais ce que c'est que le parcours du combattant. Et je vous raconter une anecdote. Quand je suis allé voir mon banquier pour créer mon entreprise, je demandais 23 000 euros. Il m'a dit qu'il ne peut pas me passer les 23 000 euros, sauf si j'hypothèque la maison de mes parents. Mais un projet de création d'entreprise, c'est un projet personnel, je pouvais pas hypothéquer la maison de mes parents. Donc j'ai dit à ce monsieur non. Donc j'ai quand même créé mon entreprise, je l'ai quand même fait avancer. Et aujourd'hui, je suis président de cette caisse de crédit mutuel. Voilà, c'est ma revanche un petit peu là-dessus, parce que je me dis qu'on ne peut pas saboter un rêve. Un rêve, ça doit être accompagné. En France, quand les gens viennent avec leur rêve, on leur dit ça c'est pas possible. Tu as vu tes notes en mathématiques, tu as vu tes notes en français. Aux États-Unis, on a une autre manière d'aborder l'individu. On lui dit c'est ça ton rêve? Ben voilà, il faut faire ça, il faut aller là, il faut voir ci, il faut voir un tel. C'est ça qu'il faut changer aujourd'hui. Il faut permettre aux gens d'accéder à leurs rêves, parce que c'est le rêve qui permet la motivation. Lorsque vous travaillez par plaisir,
vous n'avez pas l'impression de travailler. Parce que, par contre, lorsque vous travaillez par contrainte, chaque matin, c'est un combat pour vous lever, pour y aller. Et ça, je le mesure, je le vois avec mes collègues, je l'expérimente avec mes collègues, mais je l'expérimente tout autour de moi. Quand je vais dans un bureau, je sais si la personne qui est en face de moi a envie de travailler, et là, par dépit, par défaut, ou si elle a vraiment envie de travailler, parce que ça se voit tout de suite dans les yeux pétillent. Lorsque les gens sont heureux de travailler, leurs yeux pétillent. Et c'est ça que je cherche. Et c'est pourquoi on a décidé d'accompagner les jeunes sous la création d'entreprise. Et je vais jusqu'à 3 ans après la création d'entreprise. On leur met un parrain. Je cherche souvent des chefs d'entreprise pour justement accompagner les jeunes et éviter les obstacles et leur permettre de découvrir ce que c'est que la réussite. Merci. Tes yeux pétillent? Le temps est compté. Éric Avril, moi je suis économiste, donc je vous écoute, il y a beaucoup de psychologie. Vous ne m'avez pas fait l'approche de distinction selon les sexes, c'est-à-dire sur le critère de motivation. J'ai discuté avec certains chefs d'entreprise, ils me disent très clairement, on préfère les jeunes femmes, elles sont à l'heure, elles font pas d'histoire, elles nous donnent des idées, elles se sont intégrées à l'équipe. Les garçons, un coup on les voit, un coup on les voit pas. C'est la maman qui les ramène dans certains cas. Alors, je ne veux pas généraliser, c'est pas mon propos, mais c'est un critère très important pour un économiste que de faire la segmentation parmi les sexes par rapport aux critères de l'envie de faire quelque chose. J'ai pas dit de créer une entreprise, de faire quelque chose, de s'investir dans la société. La deuxième approche, moi je suis un utopiste, rêveur. Je considère que la prison, c'est l'école du crime. Nous sommes dans les derniers au niveau du classement européen sur le respect des droits humains. Mais ça continue, on ne décroche pas plus de budget. On a des très beaux rapports, mais Saint-Brieuc comme Cayenne, et puis ici, la surpopulation est effroyable. Je suis partisan des TIG, des travaux d'intérêt général. Et il faut laisser une seconde chance aux jeunes qui ont fauté. On l'a dit, là tu vois le copain l'a entraîné, bon on connaît, la famille est monoparentale, elle n'arrive pas à bien les cadrer. Et puis ils acceptent plus d'être encadrés et cadrés. Alors donc la prison pour moi, ce n'est pas simplement que la punition. On n'est pas en 1804. Il faut donner une seconde chance. Il faut avoir des gens qui suivent. Je suis également tout à fait d'accord avec l'expérience qui doit durer du régiment qui forme des volontaires. Je vous remercie, c'est très important, puisqu'il y en a dans les Outre-mer, mais il y en a également en Hexagone. Donc on a effectivement des voies alternatives par rapport à ces jeunes qui ont déjà basculé dans l'autre monde. Et ça, pour remonter, c'est extrêmement difficile. Il faut de l'encadrement, de la volonté et de l'amour autour de lui. Merci. Oui, excellent. Il a été brillant, comme d'habitude, mais très bien. Et concis. Mais une réponse peut-être de... Oui, sur la première question, effectivement, quand on regarde un peu les statistiques, les jeunes femmes retrouvent un peu plus vite du travail que les jeunes hommes. Après, il peut y avoir aussi d'autres freins qui est intégré. Pico l'a parlé tout à l'heure. Voilà, on peut être parent isolé et du coup, ça devient plus compliqué aussi, malgré sa volonté, de retrouver un travail quand on doit s'occuper de son enfant seul, etc., avec les problématiques de crèche, de mobilité, comme on le disait. Mais dans les statistiques, effectivement, il y a une reprise d'activité un peu supérieure pour les jeunes femmes. Et par rapport aussi à ce que vous disiez tout à l'heure sur le rêve ou le projet, pour un jeune, quand il arrive déjà avec un rêve et un projet, c'est déjà une première étape. Parce que pour les conseillers, la première étape à l'inscription, c'est justement de faire émerger le projet. Et c'est une vraie difficulté par rapport à ce qu'on disait, Jean-Michel, sur les personnes qui n'ont pas de représentation de ce qu'est le travail, qui ne sont jamais posé la question à savoir qu'est-ce que j'ai envie de faire, qu'est-ce que je sais faire. Il y en a qui peuvent être capitaines de l'équipe de foot, mais ils vont jamais avoir l'idée d'aller transposer leurs compétences. Voilà, je suis meneur, je sais donner des directives, je sais organiser les choses, etc. Et c'est pas d'eux-mêmes qui vont avoir cette réflexion-là. Et du coup, vraiment, la première étape dans le parcours d'insertion, c'est de réussir à faire émerger un projet réaliste par rapport à la personne, en prenant en compte
la situation du jeune. Et rien que ça, c'est déjà un vrai travail et c'est pas si simple que ça. Je suis très embêté parce que je me fais remonter les bretelles parce qu'il y a d'autres qui veulent intervenir et j'ai pas cette habitude de laisser les gens intervenir. Qu'est-ce que je fais? Alors, je fais une exception parce que Jean-Michel Loutobien a dit qu'il faut avoir 25 ans pour faire une entreprise. On a dit que les jeunes ne reviennent pas. Il n'a que 22 ans, il est revenu. Alors. Bonsoir. Je m'appelle Thomas Ali, le fils de monsieur qui parle depuis tout à l'heure. J'ai pas vos noms en tête, donc pour le monsieur à gauche, je voulais rebondir sur ce que vous avez dit sur les jeunes qui partent. Le chiffre, c'était 3000 ou 4000 des jeunes qui partent. Oui. Il y a à peu près entre 1500 et 2500 jeunes qui partent, estimatif. En fait, il y a 3800 jeunes qui ont eu le bac et 704 qui ont eu le BTS. Donc, il y en a beaucoup qui partent en parcours d'études en métropole et on est fiers de les voir partir en Sciences Po et autres. Et puis, il y en a beaucoup qui restent. Mais souvent, on s'est rendu compte que ceux qui restent, c'est parce qu'ils ne pouvaient pas partir qu'ils restent. Mais les autres, ils partent, ils sont souvent accompagnés par leurs parents. Les parents se font un plaisir d'aller accompagner leurs enfants en études en France, aux États-Unis, au Canada. C'est vrai. Mais c'est une chance pour la Martinique parce que souvent, c'est vécu comme un problème. Et je dis c'est une chance parce que lorsque les jeunes partent, ils reviennent mieux formés et ils reviennent aussi avec une vision à 360 degrés et ça, c'est très important pour la Martinique. C'est parfait que vous parliez, que vous alliez sur ce terrain-là parce que je voulais demander vis-à-vis de ces jeunes qui partent, oui, c'est vrai, il faut en être fier. Je suis d'ailleurs très fier d'être parti pour mes études. Mais là, ma question, du coup, au niveau de vos 3 organismes, est-ce que vous comptez mener des actions pour le retour des jeunes? Une dernière. Là, je coupe le micro. Alors peut-être qu'il faut répondre avant. Qu'est-ce qu'on pense faire pour avant l'intervention de Michel, pour lui dire qu'est-ce qu'on fait pour faire revenir les jeunes. Alors moi je dis souvent, je ne cherche pas à faire revenir un jeune. C'est-à-dire que débaucher un jeune qui travaille déjà en métropole, c'est pas ma motivation. Par contre, si un jeune vient me voir en me disant je veux retourner, je veux trouver du travail en Martinique, comme j'en ai qui viennent, ça ne me pose pas de problème. D'ailleurs, je vais travailler avec une mission locale qui est sur Bobigny, parce que sur Bobigny, on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de jeunes martiniquais. Ceux qui veulent revenir, j'accepte. Ceux qui veulent pas revenir, j'accepte aussi parce que l'individu a le droit de choisir là où il veut vivre. Et c'est ça qu'on doit respecter. Mais débaucher quelqu'un ailleurs pour lui dire il faut que tu reviennes parce qu'on a besoin de toi, je dis on a 20 000 déjà, 20 000 jeunes. Et souvent, beaucoup de nos jeunes que vous voyez dans les abribus, ils sont diplômés. Hein. Beaucoup de jeunes, on a fait la démarche d'aller les voir dans les abribus, sur les espaces où ils se rencontrent. On a beaucoup de jeunes avec BTS et autres, et qui sont découragés parce qu'on leur a dit qu'il fallait avoir un diplôme. Ils ont un diplôme et ils n'ont pas de travail. Et ça, c'est la réalité aujourd'hui. Et je dis souvent, je ne m'exclus pas de ça. C'est de notre responsabilité de faire en sorte que tous nos jeunes trouvent une place dans cette société, peu importe l'endroit. Et si le jeune, il doit revenir aujourd'hui, il reviendra. S'il doit revenir dans 10 ans, il reviendra. Je vais te conter un exemple pour passer la parole. J'ai un jeune qui est venu me voir. Le jeune, il a fait ingénieur en pétrochimie. Il vient me voir, il me dit, monsieur, je veux travailler, je veux travailler chez moi, et ainsi de suite, en Martinique. Je lui dis, tu pourras travailler à la Sarah, mais tu es surdiplômé par rapport à ceux qui vont te proposer à la Sarah. Par contre, je pense qu'en allant ailleurs, sur une plateforme pétrolière, il y a de fortes chances que tu trouves ton compte. Ce jeune m'a écouté. Aujourd'hui, il travaille à Dubaï. Il a 21 000 euros de salaire mensuel. Il est revenu à 4-5 ans en Martinique pour acheter en Martinique. Parce qu'en fait, c'est ça aussi. Le jeune, peut-être qu'il n'est pas là physiquement en Martinique, mais il investit dans son territoire. Et c'est ça notre chance. C'est d'avoir des jeunes comme vous vous allez briller, vous allez être nos ambassadeurs, vous allez briller à l'extérieur et vous allez ramener des choses importantes et intéressantes pour la Martinique. Voilà, vraiment, Stéphane. Oui, vas-y. Moi, je voulais juste rebondir sur 2 points. Sur les questions des sexes tout à l'heure. Alors, j'ai pas fait de statistiques, mais si j'en fais une rapide dans ma tête, pour l'instant, en 4 mois, je n'ai sanctionné aucune fille. Par contre, j'ai sanctionné beaucoup de garçons. Bon, c'est le premier point. Et ensuite, pour le départ des jeunes. Alors, pour faire revenir les jeunes, nous, au RSMA, on fait pas grand-chose parce que c'est pas notre mission. Mais on essaie de faire partir les jeunes qui souhaitent le faire. C'est-à-dire qu'on passe par l'agence qui est l'ADOM. Bon, j'y reviendrai plus tard, mais qui pourrait s'améliorer, je pense. Tout à fait. Rapidement, juste 2 points. On travaille avec l'association Aliviré pour faire la promotion aussi. Et globalement, dans les outils de Pôle emploi, on utilise de plus en plus des salons en ligne
qui nous permettent aussi de mettre en visibilité, notamment des offres cadres au-delà du territoire, parce qu'on sait très bien que dans la demande d'emploi inscrite à Pôle emploi, on n'a pas ce type de compétences. Donc on le montre de façon un peu plus nationale. Après, je suis tout à fait d'accord avec ce que disait Jean-Michel, c'est-à-dire que le projet de retour doit être travaillé même avant de partir. C'est-à-dire que on sait qu'on va faire ces études dans l'Hexagone ou pour beaucoup aussi au Canada, mais avec le projet de retour et donc la visibilité déjà que ce type de compétences est présent sur le territoire. L'exemple de Jean-Michel, voilà, sur l'ingénieur de pétrochimie, si sa priorité c'est de travailler dans la pétrochimie, ouais, c'est pas un retour qui l'épanouira. Merci Stéphane. Bon, je suis désolé, mais bon, il faut je vous remercie. À chaque fois, je dis ça, mais je le pense vraiment de la qualité de vos interventions et de la pertinence des questions, puisque nos invités, à chaque fois, ils sont obligés d'aller chercher les réponses. Bon, allez, dernière partie de cette table ronde, les propositions. Bon, on reprend une équipe qui gagne, hein, on part dans le même ordre. Colonel. Alors moi, comme je vous le disais, j'ai pas mal d'idées. Je me suis restreint d'ailleurs dans mes idées. Donc ce que je vous Oui, propose, j'avais averti. C'est un peu restreint, mais du coup, avec les échanges qu'on a eus, je vais peut-être en rajouter un peu. Le premier point, je pense, c'est qu'il faut mieux faire connaître justement les spécificités des différents dispositifs publics d'insertion, du moins, et mieux coordonner leur action. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, je le disais, la coordination se fait en point à point. Il n'y a pas d'instance haute. Donc je pense déjà dans un premier temps qu'il faudrait créer un site internet, enfin voilà, un site unique d'information sur tout ce qui existe et les spécificités de chaque dispositif, ce qui permettrait d'avoir un point d'entrée et de pas aller chercher un peu partout. Ensuite, il faudrait, selon moi, mettre en place vraiment une autorité ou une instance de coordination, enfin plutôt de pilotage de ces différents dispositifs qui permettent de coordonner le repérage des jeunes, des invisibles notamment, donc tous ceux qui ne sont pas inscrits à Pôle emploi et tous ceux qu'on ne voit pas forcément, qui permettent de coordonner leur orientation, c'est-à-dire de dire ce jeune-là, voilà, son projet c'est ça, donc qu'est-ce qu'on peut lui proposer? Est-ce que c'est plutôt le RSMA? Est-ce que c'est plutôt contre-engagement jeune? Est-ce que c'est autre chose? Et qui permettrait aussi d'avoir auprès de laquelle on pourrait rendre compte. Nous, le RSMA, on rend compte à notre chaîne hiérarchique, on a vraiment des comptes rendus avec des indicateurs mensuels. Je ne sais pas comment fonctionnent les autres, mais ça permettrait d'éviter d'avoir à faire ce point à point qui demande vraiment beaucoup d'énergie et qui, voilà, comme je vous le disais, ne donne pas toujours les résultats attendus. Ensuite, je pense qu'il y a un gros travail, bien sûr, de simplification et d'accélération des démarches administratives qui sont, en France, je ne sais pas comment c'est ailleurs, mais qui sont, je pense, particulièrement lourdes pour nous, notamment pour obtenir les aides financières pour les jeunes, les aides pour les cautions pour obtenir pour avoir un loyer. Je vais prendre un exemple de simplification. Nous, le RSMA, on bénéficie de fonds européens. Donc, je pense que c'est la bonne instance pour en parler. On bénéficie de fonds européens, mais la lourdeur administrative qu'il y a derrière pour réussir à être payé, parce qu'en fait, c'est nous qui avançons les frais et on est remboursé. Donc la lourdeur administrative qu'il y a derrière est telle qu'en fait, il faut déjà y consacrer des personnes qui, du coup, ne sont pas en face à face avec nos jeunes. C'est un peu dommage. Même si je comprends qu'il faut justifier, mais là, on justifie vraiment, il faut qu'on donne les feuilles d'émargement de chaque cours. Je ne sais pas si vous vous rendez compte. Un exemple d'accélération, c'est pour tout ce qui est demande d'accès au logement. On pourrait peut-être créer un guichet unique de dépose on fait une demande de logement près de l'endroit où finalement on a trouvé un emploi, et puis d'avoir une réponse dans la semaine, parce que l'employeur, lui, quand il a une offre d'emploi, il n'attend pas 107 ans que la personne puisse trouver l'emploi, et finalement c'est un cercle vicieux. On trouve l'emploi, mais on n'a pas le logement, donc on n'a pas l'emploi, enfin voilà, on s'en sort pas. Donc je pense qu'un guichet unique de dépôt d'une demande de logement ou d'hébergement avec une réponse dans la semaine, ce serait quand même très utile. Ensuite, pour lever les freins majeurs à l'insertion, sur la simplification aussi, on parlait d'alternants tout à l'heure. Moi, je ne sais pas employer un alternant, je ne sais pas prendre un jeune en alternance. C'est pas possible, j'ai pas de levier administratif pour ça, ce qui est quand même dommage. Pour lever les freins majeurs à l'insertion, donc je le disais tout à l'heure, c'est vraiment l'hébergement, le logement et la mobilité. C'est créer des foyers de jeunes travailleurs. Je crois qu'en Martinique, si je ne me trompe pas, il n'y en a que 2 et ils sont tous les 2 à Fort-de-France. Je pense que créer des foyers de jeunes travailleurs dans les communes, ce serait quand même, ça nous faciliterait grandement la tâche. Il y a aussi des foyers pour les parents isolés, justement, les jeunes mamans, enfin généralement ce sont des filles, mais peut-être aussi des papas isolés, qui permettraient de loger avec leurs enfants et qui seraient accompagnés
qui permettrait d'avoir l'accompagnement aussi de leurs enfants en journée, donc l'accueil des enfants en journée et l'accompagnement des parents le soir, parce que souvent quand on est parent isolé, c'est fatigant quand même, hein, il faut tout gérer, le travail, la charge mentale est importante, donc il faudrait aussi qu'il y ait cet accompagnement, je pense, en fin de journée. Et puis mettre en place peut-être un système de prêt de véhicules, une espèce de pool de véhicules qu'on pourrait prêter à nos jeunes pendant 2-3 mois, le temps qu'ils commencent à mettre un peu d'argent de côté et ensuite qu'ils puissent acheter leur propre véhicule, mais un parc de prêt de véhicules ou au moins des prêts à taux zéro pour que nos jeunes puissent acheter un premier véhicule et le rembourser au fil de l'eau. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose sur lequel il faut agir aussi, c'est pas évident, hein, mais c'est inciter au travail déclaré, donc pour lutter contre le job et le travail informel. Donc, qui maintiennent finalement les jeunes, qui maintiennent les jeunes dans la précarité. Ils font ce choix, hein, malheureusement, mais ils se rendent pas compte des conséquences que ça peut avoir. Donc j'espère que j'ai choqué personne en disant ça, mais c'est peut-être abaisser les allocations versées quand ils sont dans le dispositif d'insertion pour réinvestir sur une prime quand ils acceptent un emploi finalement. C'est-à-dire qu'on les paye moins quand ils sont en suivi, on les paye un peu mais un peu moins, mais par contre on leur verse une prime importante quand ils acceptent l'emploi et pas forcément au moment où ils l'acceptent, mais peut-être un mois plus tard s'ils persévèrent. Et peut-être un peu durcir aussi les conditions d'accès au chômage, parce que moi ça me fait mal au cœur quand j'ai des jeunes qui sortent de chez nous et qui préfèrent finalement aller toucher des assédiques alors qu'ils ont toutes les capacités pour aller dans l'emploi, pour s'épanouir, voilà, pour accéder à leurs rêves, et qui finalement ils font pas l'effort. Ça me fait vraiment mal au cœur. Je trouve que c'est du gâchis. Voilà, mais quelques propositions que je vous fais. Je pense qu'Éric a tout noté. Voilà. Monsieur Bailly. Oui, je vais être en complémentarité parce qu'il y a beaucoup de choses sur lesquelles on est d'accord, et notamment la partie sur l'amélioration du système. On ne peut pas dire qu'on manque de moyens. Je pense que si on cumulait l'ensemble des aides, l'ensemble des politiques d'intervention, de tout le monde qui participe dans l'insertion des jeunes, on serait sur des sommes considérables. Par contre, comme l'a dit Madame la colonelle, il faut qu'on améliore les jonctions entre les institutions. C'est des choses qu'on travaille, comme l'a dit Mme Picot, souvent en bilatéral. Il vaut mieux que ce soit systémique pour qu'on soit plus efficace et qu'on ne soit pas dans cette logique un peu d'aller voir, d'être un peu un consommateur. Quelque part, je vais voir la mission locale, il me finance une formation, 6 mois après, je vais aller à Pôle emploi. Comme on n'a pas une visibilité sur ce qu'a fait le collègue, on peut aussi refaire une formation qui n'a rien à voir, et du coup il n'y a pas de cohérence dans le projet aussi du jeune. Donc il y a toute cette amélioration même des systèmes d'information à porter, parce que globalement, contrairement à ce que beaucoup de personnes pensent, il n'y a pas des logiques de concurrence entre nous, et dans les acteurs de l'emploi on s'entend plutôt bien parce qu'on est confronté aux mêmes réalités. Après, dans le système amélioré, il y a quand même, et on l'a vu, être inscrit, c'est déjà une première phase, mais la problématique, c'est toutes ces personnes qui sont en dehors du système d'inscription comme demandeurs d'emploi. Et sur ça, il y a du gros travail de fait avec des associations, etc. Et on voit toutes leurs difficultés à les ramener vers le système. Donc sur ça, j'ai pas la solution, mais le sujet, il est presque plus là que par rapport aux personnes qui sont demandeurs. La deuxième axe d'amélioration, c'est d'avoir plus d'entreprises quand même qui jouent le jeu des immersions, parce que la construction du projet du jeune et du caractère réaliste passera par cette confrontation aux réalités du travail. Pour le choix du travail qu'il a envie de faire, mais aussi de l'ensemble des codes qui existent dans les entreprises. C'est souvent, c'est pas qu'il veut pas, c'est qu'on lui a jamais montré, jamais dit, et du coup les premières confrontations sont assez violentes. C'est souvent des personnes aussi qui sont été en échec à l'école, donc échec plus échec plus échec, voilà. Tant qu'on les a, ces personnes, dans nos systèmes, ça va. Dès qu'ils sortent, là on peut les voir partir 3, 4, 5 ans, parfois ils passent un peu, où monsieur disait tout à l'heure, par la case du COS, avant de revenir, etc. Et c'est là où on perd beaucoup de temps et le temps ne se rattrape pas. Donc vraiment, si on multipliait les expériences de travail, y compris à l'école en fait, pour justement mieux sécuriser la formation initiale, ça serait mieux. Et le troisième point, pour moi, qui est vraiment spécifique
pour la Martinique et on y travaille tous, mais va falloir changer d'échelle, c'est vraiment la création d'activités. C'est-à-dire que beaucoup de jeunes quand même ont des idées, ont des capacités aussi à faire. Souvent, ils sont assez limités, ils manquent de confiance en eux. C'est-à-dire que pour beaucoup, créer une activité, il faut avoir l'idée géniale. Mais non, c'est d'être plus un esprit d'entrepreneur. Et je trouve que beaucoup l'ont quand même. Et du coup, il va falloir qu'on trouve un système qui soit facilitant pour qu'ils prennent le pied. C'est pas des millions d'euros. Hein. Ils seront pas tous à créer une grosse société. Ce sera peut-être que leur propre emploi, avec en définitive peu de capital. Mais il faut qu'on facilite cette mise en activité. Et là, je pense qu'aussi les jeunes s'épanouiraient plus. Et ça serait aussi plus valorisant pour eux. Merci, M. Bailly. M. Loutobi. Merci beaucoup. Donc, c'est vrai que à la question que faut-il faire pour améliorer c'est sur des jeunes, en tout cas, trouver des solutions. Je pense qu'il faudrait travailler beaucoup sur les contrats aidés. On l'a vu. Chaque fois qu'on a mis en place les contrats aidés, surtout pour les entreprises, parce qu'on le met pour les administrations, c'est très bien, ça permet à certaines administrations d'utiliser de la main-d'œuvre. Le problème, c'est qu'ils les relâchent après, puisqu'on sait très bien comment on devient fonctionnaire, il faut passer les concours. Par contre, dans l'entreprise privée, c'est vraiment un levier extraordinaire, parce que ça permet à une entreprise d'être, d'avoir une compensation le temps que le jeune devienne opérationnel. Et beaucoup d'entreprises mesurent cela. Je le disais encore à la préfecture dernièrement, au préfet et à la sous-préfète. Je disais aujourd'hui, il faut vraiment travailler à cela. C'est-à-dire qu'il ne faut pas faire une priorité sur le secteur non marchand, mais surtout sur les secteurs marchands pour que ça devienne un levier extraordinaire pour permettre aux entreprises d'embaucher. Je pense aussi à toutes ces petites entreprises. Nous avons notre tissu économique est composé de 90% de TPE. Vous avez des chefs d'entreprise qui travaillent tout seuls depuis des années, qui cumulent des heures et des heures d'activité. Un salarié, c'est vrai pour une petite entreprise qui a 0 salarié, un salarié ou 2 salariés, ça représente plus de 100% de sa masse salariale qui augmente d'un coup. Mais c'est quelque chose d'extraordinaire parce que ça libère le chef d'entreprise et ça donne de la visibilité. Mais encore faut-il accompagner cela, trouver un levier, trouver quelque chose qui permettrait à un chef d'entreprise d'avoir 1, voire 2 ou 3 personnes. Et je disais à un chef d'entreprise, il me dit, ouais, mais je ne trouve pas de jeunes formés parce que tous veulent trouver des jeunes formés et ne veulent plus travailler sur l'apprentissage. Avant, l'entreprise prenait le temps de former le jeune et prenait le temps avec le jeune. On le formatait comme on voulait. On donnait l'esprit d'entreprise à ce jeune-là. Aujourd'hui, on pense aller chez le voisin, comme m'a dit un, il m'a dit, je forme pas, je débauche. Si je sais qu'il y a une personne compétente, je débauche cette personne compétente. Ben oui, mais à un moment, qui va former? Si nous sommes pas là pour travailler sur cet apprentissage des savoirs, apprentissage différent des savoirs, ben demain, nous n'aurons plus de vrais professionnels. Et je crois qu'il y a un travail à faire là sur notre tissu économique. Autre chose, c'est vrai que la colonelle parlait effectivement, de voir comment on peut loger les gens. Moi, j'essaie de me dire, aujourd'hui, un jeune, comment on peut le sortir de son milieu? Tout à l'heure, on parlait de la prison. Moi, j'ai un jeune que j'ai visité parce qu'avec les élus, je vais visiter les jeunes au centre pénitentiaire. On a eu l'occasion de mener beaucoup d'actions. Et j'ai un jeune, je me souviens toujours de lui, il me dit, monsieur, quand je vais sortir de là, il faut me faire partir parce que dans mon quartier, je suis incapable de dire non lorsqu'on me dit d'aller faire des bêtises. Je sais pas que je ne veuille pas, je suis incapable de dire non. Ce jeune, on l'a sorti, il est parti par la DOM, il est parti en métropole sur une formation. Ensuite, il a commencé à travailler. Il nous a envoyé une carte postale un jour. C'était vraiment très émouvant en disant, monsieur, voilà, merci, je travaille, j'ai fondé une famille, j'ai une femme et j'ai un enfant. Vous m'avez sauvé. Et quand j'entends ça, je me dis, waouh, voilà, c'est à ça qu'on doit servir. Je l'ai fait aussi dans le domaine des emplois saisonniers. On a fait partie des jeunes et j'ai une dame qui travaille à Martinique Première, je vais pas donner son nom. Elle m'a tenu une fois parce que son fils était dans la drogue et on a fait partir le jeune en montagne. En montagne pour trouver de la drogue, ça serait très difficile. Donc, il travaille en montagne comme cuisinier. Aujourd'hui, il est chef cuisinier, ce jeune-là. Et c'est à ça que je pense, je me dis, il faut multiplier les petites expériences comme ça. Un sac de riz commence par un grain de riz, c'est très important. Donc, il faut créer des espaces d'accueil où on peut accueillir l'individu, on peut l'accompagner sur tout un ensemble de choses, c'est-à-dire lever les freins périphériques et lui permettre d'avoir une pause dans sa vie et de se positionner sur l'emploi. Ça, c'est possible, donc des centres d'accueil de ce style-là. Et puis, je pensais aussi à l'apprentissage.
On pense souvent contrat d'apprentissage. Donc, les chefs d'entreprise me disent, un contrat d'apprentissage, c'est d'abord un contrat de travail. Hein. Donc, souvent, les parents me disent, oui, mais je veux un stage pour mon enfant. Je dis, un contrat d'apprentissage, c'est d'abord un contrat de travail. Et dans le cadre de son contrat de travail, il y a une formation. C'est pas l'inverse. Ce qu'il faudrait inventer demain, c'est un contrat d'apprentissage, mais un contrat de formation en apprentissage. C'est-à-dire que le support serait un contrat de formation. Et là, on verrait beaucoup plus d'entreprises se mobiliser parce que ça n'impacterait pas le nombre de salariés. Et puis, certaines choses qui sont liées au code du travail ne s'appliqueraient pas forcément. Mais ça permettrait, en tout cas, à des jeunes qui cherchent des patrons, d'avoir un patron, en tout cas d'avoir une formation et d'avoir une partie en entreprise après. Et non pas l'inverse. Voilà, donc quelques pistes de réflexion. Merci. Voilà. C'est la fin de notre troisième table ronde. Il y en a un. Juste pour vous dire que moi, dans votre programme de suivi, il faudrait qu'on commence par suivre les cohortes depuis les lycées et les collèges, et comme ça, les suivre tout au long de la vie. C'est pas du flicage, mais si on ne sait pas ce qu'un élève de terminale est devenu, on ne saura pas ce que un enfant qui n'a pas de travail après. Bon, je pense que ce travail-là commence depuis le lycée. Là encore, excusez-moi, des formations professionnelles. En tout cas, un grand merci à vous d'avoir fait le déplacement un lundi soir, alors que notre jour habituel, c'est le mardi. Et un grand merci à nos trois intervenants. Je vous demande, si vous voulez bien, d'applaudir. Avec tous nos encouragements pour tout le travail qu'ils ont à faire encore. Et puis, comme elle le fait si bien, j'ai déjà parlé d'elle, Erika, qui est tout là-bas, va mettre toutes ses propositions au propre pour une Martinique que nous espérons de plus en plus positive. Tous nos remerciements, comme d'habitude, au Crédit Agricole qui nous reçoit ici, à Marc Sorville qui a lancé ces tables rondes, à Emmanuel Le Rénal, c'est lui qui coordonne tout en amont. Je fais le malin là, mais s'il fait rien, je ne fais rien non plus. À Steve Chalonneau qui nous fait la technique, puisque vous pouvez réécouter la table ronde. Ça va un peu vite quand on est là, donc ce sera en ligne bientôt sur la page de Renaissance Martinique, je pense. Et puis, je connais une radio qui va diffuser ça. C'est une radio sur le web, c'est la mienne. Vous pouvez déjà, d'ores et déjà, noter sur vos agendas qu'à la fin du mois de novembre, on va préciser, le 28, il y aura une nouvelle table ronde. Le thème, c'est qu'est-ce que l'Europe nous apporte et comment améliorer le partenariat. On le fait en direct, comment améliorer le partenariat avec l'Europe. Bon, voilà, des précisions, bien évidemment, dans les prochains jours. Je vous remercie encore, merci et bonne soirée.